Pour beaucoup de personnes qui pensent peut-être que leurs ancêtres étaient des chrétiens, ça n'a jamais été le cas. Comment est-ce qu'ils ont été convertis au christianisme? C'est de cette façon. Dans l'église, ils étaient enfermés et chicotés pour garder l'attention. Nous sommes généralement attachés par gourmandise à des choses qui peuvent finalement nous tuer. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Une fois de plus, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur un livre de fiction, comme je l'ai fait il y a quelque temps. Et un livre de fiction dans lequel, bien sûr, vous n'aurez pas un résumé PDF, etc. etc. Mais c'est un livre assez intéressant qui a été écrit à la fin des années 1970. Je n'étais même pas encore né. Mais c'est un livre très très intéressant, d'une très belle plume. J'ai beaucoup d'hésitation lorsque je rencontre des livres écrits à cette époque. Parce qu'à cette époque encore, il y avait encore le monopole des maisons d'édition. C'est-à-dire que c'est la nation coloniale, la nation impérialiste, donc la France, qui avait encore le monopole de l'impression des livres. Et donc, elle ne pouvait se permettre d'imprimer des livres que ceux qui étaient dans le courant de ses pensées, ceux qui allaient dans son sens. Donc, j'hésite beaucoup à lire ces livres parce que je sais que soit l'auteur a biaisé d'une façon ou d'une autre son contenu pour qu'il puisse se faire éditer parce que les éditeurs faisaient pression. Et donc, les livres ont peut-être été expurgés d'une quantité non négligeable d'informations intéressantes, ou alors il a pactisé. Il a pactisé et puis il nous a offert ce livre. Donc, j'hésite beaucoup à lire les livres de cette époque. Ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas les lire. Vous devez lire, mais avec beaucoup de recul et avec beaucoup d'esprit critique et puis beaucoup d'indulgence aussi. Mais j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre. Une vie de boy, c'était magnifique, c'était bien fait, c'était bien écrit et assez sincère dans le déroulé, dans la narration de l'histoire. La raison pour laquelle j'ai donné ce titre bizarre, Mort pour cause de gourmandise, c'est que le livre tourne, ou du moins il commence et il finit avec l'expression la gourmandise, avec la preuve qu'il est mort par gourmandise, parce que le héros meurt à la fin. Et c'est un livre qui m'a vraiment bouleversé et qui m'a beaucoup plu aussi. Il y a beaucoup de choses dont nous sommes gourmands qui nous condamnent irréversiblement à la mort. Et dans ce livre, par contre, nous allons regarder trois choses. Premièrement, nous allons regarder la qualité de l'évangélisation parce que ce livre a été écrit pour définir un peu comment est-ce que les choses se passaient durant la période coloniale, comment est-ce que les populations vivaient la période coloniale. Et donc, on va regarder l'évangélisation pendant cette période coloniale, on va regarder les emplois pendant cette période coloniale et on va aussi regarder la vie administrative sous le régime colonial. Alors, mais comment est-ce que la gourmandise l'a amené à être évangélisée? Première des choses, c'est que le catéchiste ou le prêtre ou l'homme d'église qui visitait régulièrement les villages venait avec des bonbons aussi. Et donc, lui, souvent, il succombait à l'envie de prendre ses bonbons, quand bien même son père lui avait déjà dit de ne pas les prendre. Il se passe qu'un des enfants de leur village s'est plaint qu'il lui a arraché le bonbon, qu'il a arraché son bonbon, et puis la maman de ce garçon est venue avoir des échauffourées avec sa maman, ce qui a fait intervenir son papa. Et son papa a commencé donc à le bastonner en lui disant que mais je t'ai déjà dit d'arrêter ta gourmandise de bonbons. Et malheureusement, comme ça arrivait dans beaucoup de cas, je le voyais et je le subissais aussi souvent, sauf que moi je m'enfuyais pas. Je préférais subir ma punition jusqu'à la fin. Quand un parent était en train de punir son enfant, à un moment, la douleur faisait que l'enfant était obligé de fuir. Alors son père lui a dit, si tu ne reviens pas ici tout de suite pour que je parachève ta punition, tu ne rentreras plus dans cette maison. Et c'est exactement ce qui s'est passé. N'étant pas revenu en tombée de la nuit, le gars a compris que mais si je rentre, ce sera beaucoup plus compliqué pour moi. Alors il s'est enfui et il a retrouvé l'homme d'église. Et l'homme d'église l'a accueilli chez lui, mais à la condition que, ok, tu vas avoir un toit, de la nourriture et tout, mais tu seras mon boy. C'est pour ça que c'est écrit une vie de boy. Mais en plus, je vais te soumettre à l'évangélisation. Mais comment se passait cette évangélisation donc sous la période catholique, sous la période coloniale, je veux dire. Regardons ce qu'il nous dit. Celui qui narre cette histoire, il s'appelle Tundi Ondoa. Écoutez ce qu'il dit
Le nef de l'église, divisé en 2 rangées, est uniquement réservé aux Noirs. Là, assis sur des troncs d'arbres en guise de banc, ils sont étroitement surveillés par les catéchistes prêts à sévir brutalement à la moindre inattention des fidèles. Ces serviteurs de Dieu, armés de chicottes, font les 100 pas dans les allées centrales qui séparent hommes et femmes. Oui, l'évangélisation n'était pas quelque chose de forcément volontaire. Et il fallait, à certains moments, sévir à la chicotte. Et les gens ne se rendaient pas à l'église simplement parce qu'ils voulaient sauver leur âme. Ils s'y rendaient parce qu'ils y étaient contraints, soit poussés par la gourmandise, donc attirés avec des friandises ou bien des promesses fallacieuses, et ils s'y rendaient. Mais une fois dans l'église, ils étaient enfermés et chicotés pour garder l'attention. Donc, pour beaucoup de personnes qui pensent peut-être que leurs ancêtres étaient des chrétiens, ça n'a jamais été le cas. Le Cameroun n'a jamais été un pays chrétien. Il a subi le christianisme. Et donc, il faut bien comprendre que nos ancêtres ne l'étaient pas. Et comment est-ce qu'ils ont été convertis au christianisme? C'est de cette façon. C'est exactement de cette façon, avec d'autres éléments en plus. Mais comprenons bien ici que c'est la gourmandise de Tunzi Ondoa qui l'a mené à subir ce genre de choses. S'il n'avait pas été gourmand, il n'aurait pas subi ça. Maintenant, le deuxième point que nous allons examiner, c'est l'emploi qu'il a eu. En fait, quelque temps après, le fameux père, là, il est mort. Et donc, comme il était devenu un boy, il lui fallait trouver un autre maître. Il n'avait pas d'autres compétences parce qu'ayant fui la maison, il ne pouvait pas avoir appris un métier que son père lui aurait transmis. Il a fui la maison. Donc, il n'avait pas de quoi être compétent dans la vie de l'époque, dans la vie des villages de l'époque. Parce qu'il fallait être robuste, il fallait aller à la chasse ou à la pêche ou cultiver, etc. Mais il n'avait pas appris ça. Donc, tout ce qui lui restait à faire, c'est de continuer d'être boy. Et c'est tout ce qu'il avait à faire. Donc, à la mort du père, chez qui il travaillait comme boy, il a trouvé un autre. Et cette fois-ci, c'était le commandant. Alors, dans cet emploi, seulement le commandant avait une femme. Et cette femme lui faisait cocu tout le temps. Et le boy le savait. Mais le commandant ne le savait pas. Quand il a découvert, il s'est rendu compte que... Et le boy le sait, mais il ne lui a pas dit. Et la dame, elle sait que le boy sait. Parce qu'elle l'a déjà surpris plusieurs fois, ça c'est un cas. Et puis, il a vu des préservatifs sous le lit. Donc, il était témoin de l'infidélité de cette dame, une blanche. Et être témoin de l'infidélité d'une blanche dans une société où les blancs sont les rois, c'était avoir le dessous d'une famille complètement en l'air. Et donc, sa situation était suffisamment précaire. Parce que quelques temps plus tard, bien sûr, le commandant s'est réconcilié avec sa femme, mais lui, il était toujours boy et il était comme le relent de souvenir de l'infidélité de sa femme pour le commandant et le relent de souvenir de l'infidélité de cette femme vis-à-vis de son mari. Donc, il était un problème. Mais tous les autres serviteurs de la maison le voyaient sauf lui. Pourquoi ils ne le voyaient pas? Et c'est là où vient encore la gourmandise. Écoutons ce qu'une de ses collègues lui a dit à ce propos. Elle s'appelait Calicia. Elle lui dit, puisque tu connais toutes leurs affaires, ils ne pourront jamais oublier tout à fait tant que tu seras là. Et ça, ils ne te le pardonneront pas. Comment pourrait-il encore faire le gros dos et parler la cigarette à la bouche devant toi qui sais? Pour eux, c'est toi qui as tout raconté et malgré eux, ils se sentent jugés par toi. Ils ne peuvent admettre ça. À ta place, je te jure, je m'en irai sans demander mon moi. Oui, mais il n'a pas fait. Il n'est pas parti. Il était déjà indésirable, mais il n'est pas parti. Mais pourquoi il n'est pas parti? Parce que non seulement il était déjà, prisonnier d'un emploi, il ne savait rien faire d'autre. Il n'avait pas de compétences dans un autre domaine. Donc, il était prisonnier. La gourmandise de son salaire, la gourmandise de son emploi ont fait qu'il était resté là. Il ne pouvait plus aller nulle part.
Et donc, une fois de plus, la gourmandise a été le terreau bien préparé pour ses malheurs. Et quels sont ces malheurs? Ces malheurs sont arrivés du fait que bien la conscience de monsieur et madame étant troublée, il fallait se débarrasser de lui. Mais au lieu de se débarrasser de lui simplement en lui disant que tu ne travailles pas ici, vu que il accusait que c'est lui qui avait répandu dans tout le village qu'elle était infidèle et lui il était cocu, ce qui pourtant était connu de tout le monde parce que ça se voyait, c'était pas une affaire cachée. Eh bien, il fallait un bouc émissaire. Et le magnifique bouc émissaire, c'était lui. Donc, il fallait lui faire payer quelque chose. Et donc, on l'a accusé d'avoir commis un délit. Et il a été envoyé à l'administration pénitentiaire. Et là, ça engage donc le troisième point sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui. C'est quelles sont les conditions de pénitence, de la pénitence. Comment est-ce que l'administration coloniale sévissait dans la ville, surtout du point de vue des conditions pénitentiaires. Alors lui-même, il avait déjà vu ça, il avait été témoin de ça, tellement il avait été témoin de ça que il était troublé par son passé de catéchiste. Écoutez ce qu'il dit après avoir été témoin des atrocités que lui-même va subir plus tard. Il dit: je pense à tous ces prêtres, ces pasteurs, tous ces blancs qui veulent sauver nos âmes et qui nous prêchent l'amour du prochain. Le prochain du blanc n'est-il que son congénère? Je me demande, devant de pareilles atrocités, qui peut être assez sot pour croire encore tous les boniments qu'on nous débite à l'église et au temple? Alors, pourquoi il pouvait remettre en question la sincérité de ce qui lui était enseigné dans les églises? Eh bien, parce qu'il a vu les atrocités, mais en plus, il les a subies dans sa chair. Comment est-ce qu'il pouvait encore croire à un Dieu bon, comme cela lui a été enseigné dans le catéchisme, oubliant que, en réalité, c'est sa gourmandise qui l'a mené là où il est. Il aurait pu s'enfuir, puisque sa collègue lui a dit de s'en aller. Il n'a pas voulu. Il était plus attaché à son salaire, par gourmandise, qu'à sa vie sauve. Donc, de ces trois points, nous voyons que l'administration coloniale, d'où est venu le fait que les Camerounais sont chrétiens aujourd'hui. Deuxièmement, comment est-ce que les gens vivaient leur emploi sous l'administration coloniale ou bien dans les maisons de ces administrateurs coloniaux-là. Et troisièmement, comment est-ce que la vie pénitentiaire était bon. Évidemment, la vie pénitentiaire n'est pas, quel que soit le régime, elle n'est pas la meilleure, mais cela dévoile encore. Si dans une nation, entre guillemets, normale, la vie pénitentiaire est pénible, combien de fois dans une société oppressante où l'oppression était de fait? Donc vous vous imaginez. Alors, j'ai apprécié ce livre parce qu'elle nous donne une leçon très importante. Nous sommes généralement attachés par gourmandise à des choses qui peuvent finalement nous tuer. Des gens restent attachés, prisonniers à leur emploi. Pourtant, c'est cet emploi qui peut les tuer. Les gens restent attachés, prisonniers d'une coutume, d'une façon de faire. Pourtant, c'est cette façon de faire qui est inadéquate, qui peut mener à la fin de leur vie. C'est l'attachement à certaines choses. Lorsque vous analysez, vous vous rendez compte que mais parce que je suis attaché à cette chose, à une telle chose, parfois à son ego, tellement on est attaché à ça, c'est une sorte de gourmandise. Et c'est une leçon que je tire comme ça, mais ce livre est beaucoup plus axé sur comment est-ce que la vie dans le milieu colonial était. Comment est-ce qu'elle était structurée, quelles sont les difficultés que les gens rencontraient sous cette vie. Et je vous recommande vivement de lire ce livre. Il est très beau, il est bien fait. Et ce que j'ai aussi trouvé de remarquable, c'est qu'en fait, ce garçon, Tundi Ondoa, nous connaissons tous ces faits-là, toutes ces choses-là, parce qu'il les écrivait tous les jours. Il écrivait son journal intime tous les jours. C'est ça qui m'a encore plus impressionné. Et c'est très très bien fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la faire regarder à vos enfants. N'hésitez pas à acheter ce livre et à le lire avec vos enfants, parce que vous le savez très bien, c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Donc,
likez, partagez aux personnes à qui vous pensez que ça pourrait être utile. Faites des commentaires, s'il vous plaît. Apportez des commentaires. Proposez-moi aussi des livres que je peux lire et faire des résumés. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.